Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au colloque C'est tout comme. Nous sommes ensemble ce matin pendant 1h30 pour parler des tendances de la communication de 2022 avec mes différents invités qui se succéderont ici. Tout d'abord Eda Dogan, Adeline Corr, Constance Mouchel, Éléonore Vigneron, Benjamin Dupoué, Jérôme Poulain, Jordi Soudé et puis Robin Vix viendront tout à l'heure pour nous évoquer les tendances de la communication 2022, puisque, on le sait tous, la communication a été bousculée et nous devons nous adapter aux nouveaux standards et innover. On commence tout de suite en accueillant Eda Dogan, la directrice de communication de Subdecom. Bonjour Eda Dogan. Bonjour Géraldine. Ravie de vous avoir ce matin avec nous. Pourquoi avoir initié ces rencontres, ce colloque ? Alors tout d'abord, je suis ravie d'être ici sur cette 13e édition du colloque. Le colloque C'est tout comme, c'est un projet qui avait été initié pour favoriser les rencontres entre les experts du monde de la communication et les apprenants de Subdecom. C'est un projet pédagogique car il est organisé et réalisé par les apprenants de bachelor 3e année en spécialisation événementielle. Et il intègre une véritable approche pédagogique de deux manières. La première, en fait, parce qu'il permet de faire intervenir des intervenants dans la transmission sur des thématiques, en fait, on va dire, assez précises en fonction des thématiques du colloque. Et la deuxième, c'est plutôt concernant les compétences en gestion de projet et événementiel, parce que les apprenants en fait apprennent tout simplement à faire des événements. Alors celui-ci en plus c'est en hybride, donc vraiment actuel par rapport en tout cas aux attentes des entreprises d'aujourd'hui. Quelles sont les thématiques des colloques différents ? Alors, c'est assez divers, en fait, en fonction aussi des tendances. Sur les 13 éditions, nous avons pu avoir, en fait, le droit de la communication, par exemple, et puis son évolution. Des thématiques aussi concernant les médias. Donc, on essaye de balayer, en fait, agences, annonceurs, et puis médias, et puis aussi, en fait, les différentes tendances, donc, sur des points, on va dire, stratégiques du monde de la communication. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école, votre école, Subdecom ? Oui, alors je reprécise juste, je suis la directrice du campus de Nantes et la directrice de la marque Subdecom au national. Subdecom est l'école de tous les métiers de la communication. Nous formons des apprenants en fait, qui peuvent intégrer en fait, le marché du travail aussi bien dans l'agence, les médias ou bien chez l'annonceur. Donc on forme des experts de la communication globale, on et offline, et médias et hors médias. Voilà. Nous proposons en fait 3 formations sur les 9 campus en France, puisque nous sommes une école des territoires. Donc le BTS communication, le bachelor responsable communication et le master professionnel manager de la communication. Et ces formations en fait sont réalisées en initiale, en alternance ou bien à l'international. D'accord, donc extrêmement varié pour les étudiants qui veulent. Exactement. Merci beaucoup. Juste avant, j'aimerais remercier quand même tous les apprenants de bachelor 3e année qui ont monté ce projet. Et puis bien évidemment aussi la tutrice et en fait l'intervenante qui les a accompagnés, qui est Marie Hurtel. Donc un grand merci en tout cas à tout le monde. On peut peut-être les applaudir, les étudiants et Marie qui ont organisé effectivement ce colloque. Merci beaucoup. Est-ce que d'ailleurs peut-être le public, vous avez des questions à poser à Eda, puisque c'est un événement hybride, que ce soit de chez vous ou de l'école ou dans la salle, sur l'école, sur les colloques de manière générale. Eh bien, ça veut dire que tout a été clair. Merci beaucoup, Eda. Vous vouliez ajouter un petit mot ? Non, profitez de l'événement. Voilà. On va profiter, on va parler des nouvelles tendances de communication avec mes prochains invités. Merci beaucoup, Eda.
On va à présent parler d'une tendance forte, celle de l'audio. L'audio est de plus en plus présent dans la stratégie de communication des entreprises, des marques. Et pour cela, Éléonore Vigneron, la fondatrice du podcast Rayonnante, m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Éléonore. Bonjour Géraldine. Vous avez donc fondé le podcast Rayonnante. C'est un concept simple, si je puis dire, faire parler des personnes inspirantes de Nantes ou la région. À vos côtés se trouve Jordi Soudé. Vous êtes journaliste, podcasteur et créateur de Médiateur. Vous imaginez et concevez des contenus éditoriaux, que ce soit écrit audio, donc ça va de la newsletter au podcast, et vous nous direz comment gagner en contenu, comment gagner en notoriété, je veux dire, grâce notamment au podcast. Bonjour Jordi. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. On va commencer d'abord par vous, d'ailleurs, Jordi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux parce que le podcast s'inscrit largement dans la stratégie de communication pour une entreprise, il cesse de se développer, mais comment expliquer cette tendance, comment se structure le marché ? Alors, c'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour faire simple, je vais faire un petit parallèle avec la vidéo, parce qu'ici, on est un peu dans l'antre de la vidéo avec Mstream qui est là et qui a participé aussi au développement de la vidéo il y a depuis une vingtaine d'années. On peut dire qu'aujourd'hui, le podcast est arrivé à son développement comme la vidéo est arrivée il y a une quinzaine d'années où tout le monde voulait faire produire sa vidéo. Et avec un marché aujourd'hui qui est hyper structuré sur la vidéo, avec des prestataires, avec des sociétés de production, avec des médias, etc. Et aujourd'hui, je pense que le podcast en est presque arrivé à cette maturité. Il y a encore, je pense, quelques années, et peut-être aussi, alors là, je vais dire du mal de la vidéo, mais ce sera la seule fois, peut-être aussi en réflexe face à peut-être une saturation des écrans, et pour reposer nos yeux un petit peu, on s'est dit, tiens, on va peut-être faire un peu plus de son, un peu plus d'écoute, et je pense que c'est aussi une raison, mais c'est complémentaire à la vidéo, je dirais. Et aujourd'hui, il y a un vrai marché qui est en train de se structurer, avec, alors je ne vais pas tout détailler, mais on a déjà des sociétés, des studios de création qui sont pour les plus connus à Paris, Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes, donc qui créent du podcast natif, des diffuseurs, des hébergeurs. Alors en hébergement, il y a un Français qui est très bien, qui s'appelle Ocha, et qui permet à la fois d'héberger le podcast, d'en faire l'identité visuelle, le diffuser sur l'ensemble des plateformes d'écoute, etc. Donc c'est vraiment une plateforme marketing avec des analytics, avec beaucoup de choses. Et évidemment, on a aujourd'hui des plateformes d'écoute qui sont nées avec la musique et qui aujourd'hui, elles développent un portefeuille podcast qui est assez énorme aujourd'hui, parce que c'est très simple aujourd'hui de diffuser justement ce média-là, et qui est encore, alors par rapport à la musique, qui est sans doute très très minoritaire, mais qui se développe depuis quelques années. Et je pense que dans 2-3 ans, on aura un marché comme ça qui sera à maturité sur l'offre podcast. Et évidemment, les médias traditionnels s'en sont emparés aussi, puisque on a vu par exemple il y a quelques années Ouest France, qui n'est pas du tout, pas du tout dans l'audio, qui est vraiment un média traditionnel, papier et web aujourd'hui, et qui a racheté une structure qui s'appelle Saouti, qui est une spécialiste de la web radio. Et donc qui aujourd'hui, Ouest France est un des plus gros faiseurs, je pense, de podcasts, avec le mur des podcasts, enfin dans les médias, je reste mesuré là-dessus. Et donc on voit que les médias traditionnels aussi, c'est pareil pour Le Monde qui fait aussi des podcasts très intéressants. Donc tous les médias traditionnels, ils sont venus à ce support. Je suis trop loin peut-être. Non, des médias aussi, pas uniquement comme Radio France. Radio France fait des podcasts. Alors la radio, évidemment. On est la radio, mais effectivement des médias télé ou des médias presse. Ce qui est original, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que la radio, elle fait du replay radio. C'est le podcast d'aujourd'hui. C'était la radio, le replay radio. Mais le podcast natif a plutôt été préempté par des médias hors radio.
Enfin, c'est mon avis, parce qu'il y a une narration, parce qu'il y a une éditorialisation peut-être particulière. Et du coup, donc je parle de Ouest France, je parle du Monde, il y a plein d'exemples comme ça. Libé, qui a été un des premiers, je crois, à faire un podcast sur le jeu vidéo, je crois, il y a déjà 5-6 ans. Et du coup, voilà. Donc c'est un support, un format qui est en train de se développer. Et comme tous les formats émergents, évidemment, tout le monde veut en faire. Comme la vidéo il y a 15 ans, tout le monde veut Enfin, tout le monde. J'aimerais beaucoup de marques aussi veulent son podcast. Voilà, les marques, les entreprises, les marques et les collectivités. Donc, comme tout média émergent, ça fait partie aujourd'hui du mix de contenu que proposent les entreprises. On va voir dans un instant comment justement les entreprises peuvent s'emparer du podcast. Mais d'abord, écoutons un extrait de Rayonnante et vous allez nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé dans ce podcast. On écoute. Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Éléonore, pourquoi avoir voulu monter et créer Rayonnante ? Bon alors déjà, pour rejoindre un peu ce que disait Jordi, Rayonnante, c'est un podcast natif. Donc je suis complètement indépendante, je ne suis pas du tout journaliste de formation, je n'appartiens pas à une radio. Je suis issue du marketing et du monde de la communication. Voilà. Et donc j'ai décidé de créer ce podcast pour plusieurs raisons. Déjà, et c'est là où je rejoins un peu ce que tu disais aussi Jordi, moi c'est un média auquel je suis très très accro, les podcasts, depuis plusieurs années. Pour plusieurs raisons, si tu me permets d'ajouter. Je trouve que la voix, l'audio permet de véhiculer plein d'émotions. C'est vraiment un média dans lequel on peut véhiculer plein de messages, on peut s'instruire, s'informer, se divertir. C'est un média aussi qui s'adapte bien à nos modes de vie d'aujourd'hui. C'est un média qu'on peut consommer à tout moment de la journée, quand on est en train de faire son footing, quand on est en train de cuisiner, quand on est sur la route. Voilà. Donc c'est vraiment des médias qui sont pour moi très adapté à nos quotidiens et en ça j'y crois beaucoup et je crois beaucoup en l'avenir de ce média et d'ailleurs ça se démontre parce qu'il y a des études qui sont sorties sur le sujet, notamment une étude qui a été faite par Havas Media et le CSA qui a été présentée lors du dernier podcast festival à Paris qui montre qu'aujourd'hui il y a plus d'un tiers des Français qui écoutent des podcasts et la progression est énorme parce qu'en 2 ans elle est de plus de 11 points. Donc c'est vraiment énorme et c'est vraiment un média d'avenir. Voilà Et c'est un média aussi de l'intime par rapport à la presse ou par rapport à la télévision. C'est vraiment, il y a la voix, il y a une sorte d'intimité qui se crée entre le journaliste et puis l'interviewé. Ouais, tout à fait. C'est en cela que je vous rejoins là-dessus, c'est pour ça que je disais que c'était vraiment le média de l'émotion, quoi. C'est vraiment le média de l'intimité, de l'émotion. On va un cran plus loin, je pense, que sur des formats vidéo qui sont plus courts. Et alors, pourquoi vous êtes venu au podcast ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Rayonnante, où vous interviewez vous avez interviewé Dorothée Barthes et Colline, par exemple, Mazera, qui ont créé Joe. Vous avez également interviewé l'aventurier des mers, Armel Tripon, le boulanger et artisan Pierre-Antoine Arlot. Comment trouvez-vous vos invités ? Comment ça se passe ? Alors déjà, j'ai créé Rayonnante en partant de 2 constats. Le premier, c'était de me dire... en fait, je suis une ancienne Nantaise qui a travaillé à Paris pendant des années et je suis revenue à Nantes en 2019, donc juste avant le confinement. Et en revenant, j'ai été très agréablement surprise par le dynamisme de cette ville, que ce soit un dynamisme culturel, un dynamisme économique, etc. Et j'avais pas le sentiment d'en prendre conscience quand je travaillais à Paris. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise en arrivant ici. Je me disais, waouh, il y a plein de gens qui entreprennent dans des domaines hyper différents et il y a plein d'histoires qui sont très intéressantes à raconter. Et pour autant, il n'y avait rien qui existait sur le sujet, quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu le confinement, le premier confinement qui arrivait. Et en discutant avec mon mari, on se disait, l'avantage de ce confinement, c'est que du coup, les gens vont beaucoup plus s'intéresser à ce qui se passe autour de chez eux. Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là.
typiquement le boulanger au bout de ma rue qui a une trentaine d'années, qui s'est installé avec sa femme, qui est en reconversion professionnelle. Et je me disais, mais à quel moment tu te dis, à 30 ans, je vais reprendre une boulangerie, je vais faire du pain comme ça, je vais travailler de cette manière-là, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement donner la parole à ces gens-là, qui ont des histoires tout aussi intéressantes les unes que les autres à raconter. Et puis montrer comment Nantes les aide à créer leur entreprise, les aide à se développer, comment eux aussi contribuent à faire rayonner Nantes à travers la France, à travers le monde entier. Le podcast, il est écouté dans le monde entier aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer ça, quoi. Quel est votre modèle économique, Éléonore, du coup ? C'est un peu le sujet, comme c'est un média assez nouveau, le podcast. C'est un média qui aujourd'hui, le podcast, il s'écoute sur toutes les plateformes d'hébergement. C'est un podcast qui est gratuit pour les auditeurs. Pour moi, évidemment, c'est un coût. Entre les frais de montage, les frais de diffusion, la charge de travail aussi sur toute la préparation, l'enregistrement, etc. En gros, pour être tout à fait honnête et transparente, un épisode de podcast, ça coûte à peu près 250 € à produire. Voilà. Et du coup, mon idée est plus de trouver un modèle économique en 2 temps. Soit de passer par du sponsoring, comme un média classique en fait, où un annonceur achète de la publicité sur le podcast. Donc c'est une publicité, c'est un peu différent parce que c'est une publicité que je crée moi, que j'enregistre moi. Donc je prends la parole pour cette marque, pour parler de son service, pour parler de son produit, etc. En pré-roll, donc en amont de l'épisode. Et du coup, la marque ou l'annonceur achète un certain nombre d'épisodes. Donc ça se passe comme ça. Ou l'autre aspect aussi que je facture, c'est aujourd'hui les invités qui passent dans le podcast payent l'épisode de Rayonnante. D'accord, ok. Voilà. Pour que, effectivement, vous puissiez rentrer dans vos frais. Jordi, vous créez aussi des podcasts, des contenus éditoriaux, newsletters ou audio. Pourquoi et comment les marques s'en emparent ? Alors les marques, je dirais plus globalement l'entreprise, enfin les organisations, elles s'en emparent de différentes manières. Alors quand on parle de podcast, on parle effectivement, on a cette idée de série, ce que tu fais toi d'ailleurs, hein, une série très thématique, etc. Mais je crois qu'il y a plein de formats, plein de formes différentes. On y reviendra peut-être, mais donc faut pas forcément envisager quand on est une marque de tout de suite passer à quelque chose qui va être une série de 20 épisodes, investir beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour ça. Donc on peut passer par d'autres formats. Donc après, les typologies moi ce que j'observe dans ceux qui s'en emparent vraiment, les secteurs qui sont très à la pointe, c'est notamment les entreprises de la tech, du digital, du marketing, qui aujourd'hui... comme elles sont très digitalisées, le podcast aujourd'hui fait partie de leur armada, on va dire, de communication. Moi, je pense déjà à Nantes, on a un beau vivier d'entreprises. Je pense à Intuiti, je pense à Guest Suite, je pense à iAdvise ou eAdvise, je ne sais plus comment. eAdvise, qui elles créent leur propre plateforme média aujourd'hui, avec un blog, avec de la vidéo, avec des tutoriels, avec beaucoup de choses pour faire leur promotion, pour mettre en avant leurs clients, etc. Et le podcast, aujourd'hui, c'est forcément dans cette plateforme média. Il n'y a pas aujourd'hui une plateforme média d'une start-up qui se crée sans cet aspect-là. Donc ça veut dire que c'est... alors pour ce monde du digital, quand même, qui est assez spécial, ça veut dire pour ce monde-là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qu'on ne peut plus passer à côté. Après, pour les marques, on va dire, plus grand public, c'est assez différent. Là, il faut vraiment une appétence, je pense, d'un dirigeant, d'un responsable com qui a déjà un intérêt pour la chose, je pense, et qui va créer, qui va souvent passer par d'ailleurs une société de création, un studio de création. Je pense aux Parisiens que j'ai nommés tout à l'heure, qui ont créé du coup, à côté de leurs podcasts natifs qui sont financés par la pub, un studio de création pour des podcasts d'entreprise. Donc il y a une offre aujourd'hui pour les podcasts de marque. Alors il y en a plein, on va pas citer. Je crois, le secteur de la santé marche très bien sur ces sujets-là.
Moi, il y a peu de temps, j'ai écouté un truc qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est un peu un ovni. Ça s'appelle. Alors, si vous voulez, moi, je partage beaucoup sur mon compte LinkedIn, justement des écoutes, des choses comme ça. Et ça s'appelle Sofa. Et c'est créé par Ligne Roset, qui est une marque emblématique de canapés. Enfin, je ne sais pas si on en a tous, je pense, chez nos parents, des canapés qui sont à ras du sol, là, etc. Et c'est un podcast en 6 épisodes qui est présent sur leur site web et qui est fait vraiment en mode immersif, documentaire, avec un journaliste qui suit les dirigeants dans l'usine, l'artisan, etc. Il y a un épisode qui est très drôle, c'est tonton Bertrand, bref, c'est un peu le patriarche de la boîte et où la journaliste va au resto avec lui et il raconte son enfance, son machin. Donc ça permet, alors là c'est un peu un ovni dans les podcasts de marque, mais il y a un vrai intérêt, il y a une vraie narration. Et alors s'il fallait faire un podcast de marque, je pense qu'il faudrait aller sur ces projets-là. Mais ça demande effectivement de l'investissement. Et puis aussi, il y a aussi les territoires aujourd'hui, les collectivités qui s'en emparent. Alors Nantes, je ne sais plus le nom du podcast nantais, fait par la Nantes Métropole. Enfin, il y a... Ça s'appelle pas Inspirante, non ? Inspirante. Nantes Inspirante, peut-être, c'est ça. Donc par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, il y a aussi cette idée que les territoires peuvent gagner en attractivité en développant du podcast. Et alors j'ai quelques exemples, mais c'est pas encore très ancré. En parallèle de la belle vidéo qui va montrer les paysages, les enfants qui font du vélo, etc. Enfin, c'est un peu tout le temps la même chose en termes de vidéo, d'attractivité. Et il y a quelques exemples. Il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait un podcast qui s'appelle Renaître ici et qui suit du coup des ambassadeurs d'une ville. Donc pareil, mode immersif, on va voir les gens, ils nous emmènent dans leur quartier, etc. pour donner envie tout simplement. Tiens, j'ai entendu un podcast sur Saint-Étienne, Grenoble, machin. Il parlait de cet endroit qui a l'air très sympa. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et il y a aussi... j'ai oublié. Il y a Vous allez revenir là-dessus. Il y a d'autres exemples. On va noter nos crenettes, par exemple. Mais voilà, ça peut être aussi une piste de développement pour l'attractivité des territoires. Mais quand on parle d'audio, on imagine forcément, j'aurais dit, le podcast. Mais en fait, l'audio, ce n'est pas uniquement le podcast. Principalement. Alors après, ça peut être on parle de décliné. podcast pour un peu englober tout ce qui existe, mais effectivement, l'audio, c'est pas forcément une série de 10 épisodes très cadrés, etc. Et on peut l'utiliser finalement dans plein de stratégies de com très différentes. Alors, moi, par exemple, sur le prochain Web Today, j'ai proposé de mettre en place un dispositif qui a lieu début juin, 1er, 2 et 3 juin. 10 jours. Par exemple, d'être aussi dans les coulisses du Web Today avec un micro et d'interviewer les partenaires, etc. Des formats très courts et de publier dans la journée des capsules du coup, qui sont transformées en vidéo parce qu'on voit la tête, etc. de la personne interviewée. Et du coup, l'idée, c'est de faire vivre un peu l'événement, d'avoir aussi une trace, etc. Et voilà, l'idée, c'est de faire peut-être, je ne sais pas, une trentaine de capsules audio en 3 jours. Je ne sais pas dans quel état je vais finir, mais voilà. Rendez-vous le 4 juin, c'est ça. Donc l'événementiel, on peut l'envisager aussi, pourquoi pas, dans les relations presse. Pourquoi pas faire des communiqués de presse audio où on écoute un chef d'entreprise qui raconte un peu comment il se développe aujourd'hui et de l'intégrer dans un article de presse. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Alors, on a parlé un peu de la forme, on va dire, des contenus et du fond, mais concrètement, Éléonore, si j'ai une idée, si j'ai envie de monter un podcast, comment je fais, sur quelle plateforme je vais, quel matériel utiliser, parce qu'on a vu à travers Jordi différents exemples, il en existe beaucoup. Comment on fait concrètement ?
Bon, alors, l'autre atout aussi du podcast, c'est que c'est un média qui est, mine de rien, très accessible en termes de coût par rapport à la vidéo, je compare. Donc, pour trouver du matériel aujourd'hui, il y a, vous pouvez regarder d'ailleurs sur des vidéos YouTube, il y a plein de podcasteurs qui promeuvent le matériel utilisé. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser un enregistreur type un Zoom, le Zoom H4n Pro ou le Zoom H5. Je confirme. Ouais. C'est vraiment bien. En fait, la qualité audio est vraiment la plus optimale. Pour l'enregistrement, c'est vraiment le top. L'idéal, c'est d'avoir ce type de micro. Si vous êtes avec un invité, si vous êtes sous un format d'interview, après sous un format de narration, libre au podcasteur de choisir le micro qu'il veut. Et puis ensuite, il faut héberger donc, son podcast sur des plateformes de diffusion. Il en existe beaucoup aujourd'hui, le paysage est quand même assez disparate, je trouve. Il y en a quand même 2 qui émergent, tu me confirmes, hein, Jordi. Moi, j'utilise la plateforme Ocha, qui est un acteur français. Et puis, il y a son concurrent qui est Acast, voilà, qui propose un peu les mêmes types de formules. C'est des formules sur abonnement, un peu comme un abonnement Spotify ou un abonnement Deezer. Et eux, en fait, vous hébergez votre podcast sur ces plateformes-là et eux se chargent de diffuser votre contenu sur toutes les autres plateformes de podcast. Ouais. Dernier mot, puis après, si dans le public ou de chez vous, vous avez des questions à poser à Éléonore Vigneron ou Jordi Soudé, n'hésitez pas. C'est un événement hybride, donc que les invités en présentiel ou en distanciel posent leurs questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre dans les prochaines minutes. Je voulais juste confirmer, effectivement, moi j'utilise Ocha aussi, qui est une super solution, et qui est vraiment une solution marketing. Hein. Ce n'est pas seulement un hébergeur de podcasts. Il permet vraiment de faire des teasers vidéo, du sous-titrage. Enfin, ils ont mis en place quand même une solution qui permet de piloter du podcast quasiment sans autre support. C'est-à-dire que, à la limite, on n'a même pas besoin d'un site web, même pas besoin de réseaux sociaux. Enfin, pour la notoriété, il en faut. Mais voilà, ça prend en charge l'ensemble un peu des composantes de ce qu'on peut faire avec un podcast. Merci pour ces précisions. Alors, est-ce que justement vous avez des questions, vous avez envie de réagir à ce que viennent de nous dire Éléonore ou Jordi? Aucune question? Allez-y, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça? Alors, moi, je suis Charlotte Tirage, je suis chargée des admissions chez Subdecom, mais très intéressée par ce genre de sujet. Je me demandais comment vous préparez vos podcasts. C'est quoi finalement la méthodologie que vous allez avoir pour anticiper l'arrivée d'un invité? Allez-y. Alors, c'est beaucoup de recherche en amont. Beaucoup de recherches sur Internet, sur tous les médias qui sont disponibles, beaucoup d'écoutes de podcasts aussi, sur le sujet, sur la thématique qui va être abordée par mon invité. Et je contacte toujours l'invité en amont et j'ai toujours un call avec lui en amont ou alors on échange de visu sur lui. En fait, j'essaie pendant ces moments-là de briser un peu la glace entre nous pour que le jour J, le jour de l'enregistrement, en fait, l'échange soit le plus informel possible, que la personne arrive à se livrer, à aller dans le fond des choses en passant la barrière du micro, la barrière de l'enregistreur et voilà, qu'elle soit vraiment dans le fond et dans le vrai, quoi. Alors, moi, je suis pas du tout comme ça. Je pense que je suis très scolaire. En fait, ça dépend du podcast. Hein, si c'est un podcast personnel ou si c'est une demande client. Mais moi, j'essaye d'avoir un minimum de contact avant l'enregistrement. Pour justement avoir vraiment la surprise de la rencontre. Mais après, c'est le contraire. Voilà, c'est un peu le contraire. Évidemment, je le prépare, des questions, une trame, etc. C'est très cadré. Mais sur la personne qui sera en face de moi, je ne veux pas non plus trop en savoir parce que j'ai envie de la découvrir. On parlait du média de l'intime, de la confiance qui s'installe entre l'intervieweur et l'interviewé. Moi, j'ai envie d'apprendre à la connaître au fur et à mesure. Alors, ça dépend. Si c'est des gens déjà un peu connus, c'est tout à fait différent. Mais quand c'est des gens qui sont, par exemple, si c'est un but de communication interne où on va interviewer des salariés, etc., moi, j'aime bien découvrir la personne et du coup,
je pousse aussi les questions en fonction de ce qu'on me dit et j'essaye avec des objectifs de com évidemment qui sont sous-jacents. Mais donc j'ai un petit peu, c'est un petit peu différent, mais les deux sont très bien. Être surpris un Voilà. peu plus. D'accord. Et vous, au contraire, j'imagine, de près creuser. Ça m'empêche pas d'être peut-être- surprise parce qu'on se laisse aussi un peu J'imagine. porter Bien par sûr. la discussion et c'est vrai que l'invité du coup se révèle. Puis je suis sur des temps longs quand même. Je suis sur Oui. des Vos podcasts. 45 minutes, 50 minutes, donc en moyenne. Donc on a le temps d'aller vraiment dans le fond des choses et de se laisser surprendre. D'autres questions? Tout a été clair. Éléonore, quels sont vos prochains invités? Alors, si on va écouter quel invité vous avez Alors, interviewé? J'ai un épisode qui sort dimanche et alors on va parler de consignes alimentaires en inox. Donc j'ai interrogé l'entreprise, les startups Bernie, les deux fondateurs de cette startup qui sont Claire Nijdam et Olivier de Kérimel, Et qui sont nantais, j'imagine. qui sont nantais. Et vous, vos prochains projets, Jordi? Donc, Eh ben, le Web Today. Le Web Today, là, très bientôt. Et puis, si vous voulez suivre un petit peu ce que je raconte là, ce que je vous ai raconté très rapidement, sur mon compte LinkedIn, je partage beaucoup d'infos, d'écoutes ou de réflexions plus ou moins pertinentes sur le podcast. Mais donc, je partage beaucoup de choses, donc vous pouvez suivre mon compte. Donc, d'aller écouter, je vous invite à écouter Rayonnante et puis aussi d'autres J'ai un podcasts. petit podcast personnel où j'interviewe des responsables marketing sur leur stratégie de contenu, justement, qui s'appelle le podcast de Médiateur sur mon site ou aussi sur les réseaux. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Éléonore et merci Jordi. On va maintenant à présent parler des tendances vidéo. Cela aussi, c'est fait partie des tendances de la communication de 2022 avec mes prochains invités. Bonjour à tous les deux. J'invite donc Aline Corr, qui est chef de projet vidéo chez Mstream Studio, et puis Jérôme Poulain, qui est le CEO de Mstream. On est chez vous, Jérôme. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Mstream? Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors Mstream, c'est une aventure qui est née il y a 20 ans, en 2001. Alors on est le 16 juillet 2001 très exactement, donc on est encore dans notre année des 20 ans, qu'on fête dans quelques jours à Stéréolux. Et au tout départ, en fait, ça s'appelle Mstream parce qu'on était convaincus que la vidéo aurait son avènement grâce au web, et que chacun allait pouvoir, chaque structure, chaque organisation allait pouvoir devenir sa propre chaîne de télévision, entre guillemets, grâce au web. Donc c'était en 2001, à l'époque, on était encore au 56K, la DSL commençait à peine à se développer. Et donc on a souhaité vraiment se développer dans cette partie vidéo. Donc on a commencé à 2 dans un garage. Et au final, 20 ans plus tard, on est plus de 55 permanents. Et on est un acteur de la communication par l'image au service des créateurs, c'est-à-dire de tous nos salariés, de quasiment autant de personnel intermittent, freelance qu'on fait travailler en plus chaque mois, au service des marques, puisqu'on travaille beaucoup pour des collectivités, des marques, je vais y arriver, des entreprises au sens très large. Et puis, décidément, je suis fatigué, c'est le matin. Exemple, alors, quelles sont les marques pour qui on vous travaille? accompagnez, Il y en a plein. On a plein. Merci Adeline de m'aider. Oui, on a travaillé par exemple pour des grands comptes, on peut citer le Crédit Mutuel, on peut citer des grandes banques, le BPGO, etc. Des comptes plus privés aussi, la SNCF, mais aussi des grandes institutions, notamment la région. En fait, on travaille aussi bien pour des entreprises qui sont des entreprises régionales que des entreprises qui sont nationales. Et c'est vrai que j'ai du mal à en donner de manière de donner que quelques clients, parce que si on doit donner une répartition de notre chiffre d'affaires, nos 10 plus gros clients représentent à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de clients qui sont très répartis. Voilà. Et puis au service des médias également, donc au service des créateurs, des organisations et des marques et des médias, puisqu'on travaille notamment pour la télévision. On s'occupe de la matinale de France 3 par exemple, Tout à qui fait. s'appelle Ensemble c'est mieux, et puis on produit un programme économique qui s'appelle l'Invité Business. Voilà.
Avec Clément Lessort. Exactement. Exactement. Ici, dans ces studios. Exactement. Et donc ici, on est dans les studios qui s'appellent les Studios de Lille, qui sont un lieu qui a été créé en 2014, qui ont pour objectif de regrouper toute la partie infrastructure de la production jusqu'à la diffusion, avec des plateaux de tournage, toute la partie post-production. Voilà. Et donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir accueillis pour ce colloque. On va parler, du coup, avec vous, Aline, plus des tendances, justement, audiovisuelles de 2022. Quelles sont-elles ? En fait, en termes de tendances, on va dire il y a 2 grandes tendances qui se dégagent. On voit la réapparition principalement de la saga. En fait, c'est un format qui existait déjà sous forme de collection, etc., mais qui a été remasterisé pour vraiment correspondre au code actuel et puis qui est parfaitement adapté surtout à la multiplicité des cibles, enfin des canaux de diffusion qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, on peut citer par exemple celle du Bon Coin. Pardon, je ne suis pas à jour sur mon... Voilà. La saga dont vous parliez. On peut citer par exemple celle du Bon Coin qui est sortie très récemment. Donc le bon avec à chaque fois un argument qui va être une des catégories de recherche de la plateforme. Et puis donc chacune des vidéos est tout à fait ciblée. Et c'est là où on voit en fait que chaque vidéo après peut être diffusée sur un support qui va être adapté à la cible que l'on souhaite atteindre. On peut aussi citer celle de Center Park avec Ensemble Vraiment. Là, c'est des vidéos très très courtes. On est sur un format de 11 secondes basé sur un plan séquence avec que du son d'ambiance. Et donc, cette baseline Ensemble Vraiment, elles sont assez impactantes et on voit au travers des petites captures qu'on a faites qu'à chaque fois, ça correspond parfaitement à une cible distincte. On a les grands-parents, les familles recomposées ou les nouvelles familles. Ensuite, sur un plus gros budget, on peut aussi citer celle de Dubaï, ça s'appelle Visite Dubaï, qui se sont quand même offerts Zac Efron et Jessica Alba pour des bandes-annonces cinématographiques fictives et en fait qui vont permettre déjà d'asseoir l'image de marque de la ville et en plus de ça qui vont permettre de faire découvrir un peu tous les aspects touristiques qu'on peut découvrir là-bas. Donc voilà, et puis à contrario, sur un budget un peu moindre, on va pouvoir citer celle de Decathlon que l'on va visionner tout de suite. Donc voilà, avec cette vidéo, on voit vraiment que c'est aussi le retour de la bonne idée, c'est-à-dire l'idée, c'est pas vraiment de faire une présentation exhaustive des produits proposés par Decathlon, mais c'est vraiment de surfer, sur l'actualité, en l'occurrence le Covid à ce moment-là, et puis d'avoir un format assez court et un peu une réalisation homemade, c'est-à-dire un peu fait maison. On a l'impression que c'est juste un écran texte avec un extrait d'une vidéo issue des réseaux sociaux, et c'est ce qui fonctionne assez bien, je trouve, sur ce format. Et puis après, on a eu aussi le gros succès des vidéos storytelling avec les publicités Intermarché, pour ne citer qu'elles, qui ont été beaucoup reprises après par Bouygues Télécom, par exemple, ou Sodebo. Et donc, avec des vidéos empreintes d'émotion, voilà. Et donc ça, en fait, en 2022, on voit qu'on va vraiment le conserver, c'est-à-dire on va conserver ce côté très humain. La deuxième tendance que l'on peut observer, c'est vraiment aussi sur l'esthétique de l'image. On est très inspiré, on va dire, par la plateforme Netflix et ses documentaires. Et donc, du coup, on va être sur de l'utilisation de courtes focales avec des grands angles qui vont donner un petit peu des perspectives qui ne sont pas forcément naturelles, mais qui vont vraiment travailler une esthétique. On peut citer, par exemple, la campagne de Célio qui s'appelle Binormal, qui est vraiment dans cette esthétique. Et en même temps, elle nous permet de voir que dans le message que l'on veut faire passer, on abat un peu les codes, on en a marre un petit peu du tout trop beau. On veut vraiment montrer la normalité et donc surfer sur l'acceptation de soi, l'écologie ou encore l'envie de se retrouver maintenant. Donc ça nous montre vraiment que aussi l'écrit prend un rôle important parce que les vidéos, elles vivent maintenant sans son. Et donc du coup, cette baseline, le fait d'avoir un texte assez court, assez bref et impactant, permet d'inscrire aussi la marque et puis voilà, les faire vivre aussi sans le son. Que le consommateur imprègne bien le message. Comment, Adeline, cela se décline dans la communication audiovisuelle ?
En fait, nous, au quotidien, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on est amené à réaliser vraiment des collections de vidéos, c'est-à-dire des portraits de clients, des portraits de consommateurs ou des portraits d'agents de ville. En fait, on va être amené à réaliser plusieurs petites vidéos courtes qui vont nous permettre, au travers de témoignages, par exemple, de balayer en fait tous les savoir-faire d'une entreprise ou les compétences d'une municipalité, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve régulièrement. On nous demande aussi des réalisations qui ont un peu l'air d'être à taille humaine, des choses où on se retrouve vraiment, où le spectateur va se retrouver. Et donc le storytelling aussi reste vraiment au cœur de la construction des vidéos. On veut de l'humain, on veut de l'émotion. On peut citer par exemple la publicité qu'on a réalisée pour le Crédit Mutuel, qu'on va vous montrer, qui s'inscrit vraiment dans cette veine. On regarde. No matter how far, no matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay when I'm away. No matter how far, no matter the weight, no matter the pain and heartache, I promise all of those lonesome nights apart, you'll be back in my arms, no matter the way. Although there's miles to cross that stretch between us, you're all I dream of. There's nothing too great that can't separate. Hier, le Crédit Mutuel de Bretagne était ici, avec Hervé. Demain, il le sera toujours avec son fils Thomas. Crédit Mutuel de Bretagne, au plus proche de nos clients sociétaires. Voilà, donc avec cette vidéo, on voit vraiment qu'on a une reprise des codes sur l'humain, de vrais décors, des gens qui ressemblent aux personnes qu'on connaît. Pour la petite histoire, dans cette vidéo, seuls les personnages principaux sont des acteurs. Après, les autres, ce sont des vrais marins-pêcheurs qui étaient sur le port aussi et qui ont participé à cette vidéo. Donc, du coup, on voit aussi qu'au fur et à mesure du temps, et nous, c'est ce qu'on a beaucoup observé, c'est que ces codes sont beaucoup repris. On a des plateformes médias comme Combini qui ont quand même imposé des formats, ou en tout cas qui ont vulgarisé des formats. Et donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de clients qui reviennent vers nous en nous demandant des vidéos questions-réponses, des Fast and Curious. On voit que c'est des formats qui marchent et qui permettent vraiment d'être dans un format un peu plus proche. Les réponses sont beaucoup plus spontanées qu'un discours face caméra. Donc on voit bien que la vidéo, malgré le fait que ce soit un média finalement presque froid, puisque c'est un téléphone ou une télé, on veut vraiment être au maximum proche de la personne, que ce soit dans les publicités ou dans de la communication institutionnelle aujourd'hui. Quels sont les enjeux qui en découlent du coup de tous ces constats, Adeline ? En fait, il y a deux enjeux majeurs qui en découlent. C'est comme on l'a vu avec la publicité Decathlon, c'est que les entreprises, les gros comptes, en fait, maintenant, sont à même aussi de gérer leurs propres réseaux sociaux et donc font de la vidéo par le biais de stories, de live, de reels. Et en fait, du coup, notre rôle est amené à évoluer. En fait, on fait de la conception, de la réalisation, mais au-delà de ça, on va faire de l'accompagnement aussi plus global. On va proposer à nos clients un habillage graphique complet, etc. On peut citer par exemple Ouest France, le groupe Ouest France qu'on a accompagné. Jérôme, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. On a travaillé avec eux pour accompagner le service vidéo, en fait, puisqu'ils ont un service vidéo qui est intégré, qui va produire des vidéos principalement pour le titre Ouest France, mais aussi en collaboration avec les autres titres du groupe. Et puis, ils coordonnent les interventions des différents journalistes qui sont sur le terrain, qui vont, eux, plus filmer avec des iPhones, qui vont être des correspondants. Et donc, on les a accompagnés pour créer des formats de manière à ce que la prise de parole vidéo de Ouest France soit vraiment identifiée, un peu comme des médias comme Brut ou Combini, où on a vraiment une esthétique qui permet d'identifier dès la première seconde quel média, sur quel ton on est. On a fait ce travail-là donc avec Ouest France en créant du coup 5 ou 6 formats, une identité vidéo et audio qui s'est déclinée suivant les différentes prises de parole. On voit de toute façon aujourd'hui, c'est vraiment les plateformes
qui dictent, on va dire, les formats. C'est-à-dire que sur du LinkedIn, on ne peut pas aller au-delà de 2 minutes 20, par exemple. Sur de la story, c'est 15 secondes si elle est financée, etc. Donc, en fait, nous, on doit se plier un peu à ces exigences et réfléchir les films pour tous les supports de diffusion. Là où il y a 5 ans, on proposait des films plutôt longs, 3 minutes, qui étaient principalement diffusés sur YouTube. On proposait de faire un petit 30 secondes pour Facebook, pour essayer d'appâter le chaland sur YouTube ensuite. Maintenant, on va vraiment réfléchir la vidéo dans plein de formats différents. On va avoir la version verticale, la version horizontale, la version carrée. Donc voilà, c'est vraiment le métier, il évolue beaucoup. On se dit demain, si Instagram plébiscite un format de 15 minutes, on se mettra tous à faire de la vidéo de 15 minutes. Le live aussi est beaucoup plébiscité parce qu'il permet... Avec le confinement, oui. Voilà, il permet en fait d'avoir pas mal de personnes et un flux aussi sur la plateforme et une belle visibilité pour l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et puis voilà, comme je le disais, on voit vraiment que notre rôle il évolue. On va tendre vers de l'accompagnement plus global et aussi de la stratégie de diffusion pour faire vivre la vidéo qu'on a produite le maximum et le plus longtemps possible. Merci Adeline pour toutes ces explications. Merci Jérôme. J'imagine que votre intervention a suscité des questions. Je vous écoute, on vous écoute et mes invités vont y répondre avec plaisir. Sur les formats vidéo justement dont vient de nous évoquer Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes? Merci. Bonjour Maëlle. Bonjour, alors moi je suis Maëlle, je suis étudiante à Sub de Com. Et j'ai une question pour vous Jérôme. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Ah, c'est une très bonne question. Alors, si vous avez 3 heures... On a encore 3 minutes. Non, alors moi, j'ai toujours été passionné par l'audiovisuel depuis tout petit. Dès que j'ai eu 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir une caméra entre les mains et de pouvoir réaliser des films. D'avoir des films de vacances, évidemment, oui. Et puis voilà, des petits courts-métrages entre amis. Et ça a vraiment été une passion. Donc après, j'ai fait des études de gestion, ce qui n'avait rien à voir. Parce que je ne savais pas trop comment aborder le métier. Alors, il faut se remettre dans le contexte. C'était j'ai eu mon bac en 96, donc en fait, il y avait beaucoup moins d'écoles de communication. Vous avez la chance maintenant d'avoir des écoles comme Sub de Com qui vous ouvrent sur différents métiers. C'était moins le cas à cette époque-là. En tout cas, je ne connaissais pas ces formations-là. Et donc j'avais fait des études de gestion en me disant ça mène un petit peu à tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai orienté toutes mes études à chaque fois, tous les exemples que je prenais, c'était dans les médias, dans la partie production, que ce soit le cinéma, la télévision, dans les cas pratiques d'école. Voilà. Donc je suis un passionné depuis le début. Voilà. Et mon stage de fin d'études, du coup, en DESS Nouveaux Médias, je l'ai fait sur la création de M-Stream au final. Voilà. Donc, j'ai fini mes études en juillet 2001 et la boîte s'est créée en juillet 2001. Voilà. D'accord. Ah oui, donc vous avez une appétence, on va dire, pour l'audiovisuel depuis tout petit. Exactement. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être, pour nos invités? Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que mettre l'émotion au centre des vidéos, comme on fait avec le storytelling, ça va devenir une tendance qui va vraiment se répandre à toutes les publicités? Alors, je réponds pour ma part. Alors, pour moi, oui, évidemment, une vidéo, c'est juste de l'émotion, en fait. Que ce soit, là, on l'a vu avec la vidéo Crédit Mutuel, on va tout de suite aller chercher les sentiments, la sympathie, une histoire entre un père et son fils. Une vidéo qui fonctionne, c'est une vidéo qui va vous toucher, donc ça va être une émotion. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Oui, je suis d'accord que ça fasse rire, pleurer, que ça fasse appel à d'autres sentiments. Voilà. Enfin, je pense qu'en effet, il faut que ça soit impactant, il faut qu'on s'y retrouve. Et finalement, ce qui nous rassemble tous, c'est bien ces émotions principales. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment toucher les gens. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On va à présent parler de l'actualité des musées, en fait, pour relayer l'actualité des musées. Là aussi, il faut avoir une stratégie de communication. Ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois à cause des différents confinements. Et on va voir comment attirer les visiteurs dans les musées avec Constance Mouchel, ma prochaine invitée.
Bonjour Constance Mouchel. Bonjour. Vous êtes donc chargée de communication numérique au musée d'art de Nantes. Les 2 dernières années ont été compliquées, on le sait tous, avec les différents confinements. Oui. Mais pour ça, vous avez mis en place des actions sur les réseaux sociaux, sur le web, pour maintenir un lien avec les visiteurs. Quelles sont ces actions ? Alors, on a mis en place beaucoup de choses. Et moi, j'ai été particulièrement très sollicitée, puisqu'en fait, pour maintenir un lien entre le musée et les visiteurs, ça reposait sur les réseaux sociaux et le site internet. Donc moi, je suis chargée de communication numérique, donc c'est mon volet. Et c'est vrai que, en fait, quand on a appris le premier confinement, on l'avait un petit peu anticipé dans nos têtes. On a tout de suite très vite réagi en fait avec les collègues du musée. On avait plein d'envie de faire plein de choses pour maintenir ce lien, et en se basant notamment sur l'existant, des choses qu'on avait déjà produites. Et puis, même si, admettons, on n'avait pas eu cette envie-là, on a de toute façon eu une commande de Nantes Métropole, puisque le musée dépend de Nantes Métropole, où Johanna Roland a dit, voilà, on veut maintenir la culture à distance et proposez-nous un plan d'action pour maintenir cette culture à distance. Donc c'est ce qu'on a fait. On a proposé tout un tas d'outils. On a fait notamment des petites activités à faire à la maison qui ont été conçues par Corinne, qui est une des médiatrices, qui adore les arts plastiques, qui a même fait les beaux-arts et du coup qui concevait plein de petits ateliers avec des petits tutos pour pouvoir faire des choses pour s'occuper à la maison. On a récupéré aussi des contenus qu'on avait. Donc, le musée a été fermé de 2011 à 2017 pour des gros travaux de rénovation. Et pendant cette période, on avait fait des petites vidéos sur les restaurations des œuvres, par exemple. Donc, on a récupéré ces vidéos qu'on a repartagées. On a fait vraiment beaucoup de choses. Une des choses qui a vraiment beaucoup marché et qui m'a demandé énormément de temps, c'était un challenge international qui s'appelait Tussen Quarantaine. Donc, ça vient de Hollande et ça veut dire entre art et quarantaine. Et l'idée, c'était de réinterpréter des œuvres chez soi, donc avec tout ce dont on disposait sous la main et aussi avec les personnes qui nous accompagnaient éventuellement pendant le confinement. Donc là, on a proposé de choisir une œuvre dans la collection du musée et ensuite de la réinterpréter chez soi. Et on a eu plus de 100 participations. Ah oui. Il y a vraiment eu une émulation et même à l'échelle internationale, c'était vraiment impressionnant. Ça a été un phénomène qui a encore un petit peu continué. Le compte officiel Tussen Quarantaine, il a encore quelques participations, parfois ils repartagent encore des choses. Donc voilà, on a essayé de voir aussi ce que faisaient les autres musées. On a un peu tous eu les mêmes idées. Et on avait même réussi à proposer une petite visite virtuelle parce qu'un jour, un prestataire qui nous démarchait avait voulu nous faire une démo. Donc, il avait fait quelques plans dans 2-3 salles qu'il avait virtualisées du coup en 3D. Et on a pu récupérer avec eux cette démo pour proposer une mini-visite virtuelle, puisque les visites virtuelles sont vraiment quelque chose qui s'est considérablement développé forcément pendant les confinements. On voyait dans le monde entier des virtualisations d'expositions, et c'est quelque chose qui émergeait déjà depuis quelques temps, mais qui s'est vraiment amplifié du coup pendant le confinement. Est-ce que ces actions perdurent aujourd'hui ? Alors, oui, elles perdurent aujourd'hui, mais pas comme on l'aurait pensé. Nous, en fait, alors on a eu le premier confinement qui a duré environ 3 mois de fermeture du musée, où là, on a fait beaucoup de choses. Puis est arrivé le deuxième, on a été un peu plus surpris, un peu plus sonné. Et en plus, on était beaucoup plus dans l'incertitude sur la durée. Donc là, continuer à produire des choses, ça a été pour nous compliqué parce qu'il fallait se renouveler, il fallait avoir aussi l'envie. Au bout d'un moment, on était un peu démotivés par tout ce qui se passait, entre aussi incompréhension, colère, tristesse. Donc retrouver la motivation dans ce contexte-là, c'était compliqué. On avait un peu aussi épuisé toutes nos ressources. Et puis en fait, on a quand même trouvé plein d'autres idées, mais quand le musée a rouvert, donc en mai de l'année dernière, on a très vite été rattrapé par notre quotidien. En fait, on a réussi par chance, nous c'était une grande chance du musée d'art, de pouvoir faire toutes les expositions qui étaient programmées à l'origine. Et en fait, on a pu proposer l'exposition United States of Abstraction qui a été déplacée. Donc quand le musée a rouvert en mai, l'exposition a démarré. On a été très vite du coup rattrapé par notre quotidien avec les actions de communication qu'on met traditionnellement en place lorsqu'on lance une exposition. Et ensuite, on devait se concentrer sur l'exposition Hypnose qui démarrait à la suite de United States of Abstraction. Donc en fait, tout ce qu'on a voulu mettre en place, qu'on a voulu perdurer, finalement, on a été très vite rattrapé par le temps. On en a parlé justement, les podcasts, c'est quelque chose qu'on rêve de faire au musée.
on va le faire, on y réfléchit, on y travaille vraiment. Mais voilà, ça a été très bien expliqué, c'est du temps, c'est de la réflexion. Tout à fait. C'est comme les vidéos, on ne veut pas faire juste pour faire, on veut faire pour bien faire aussi. Donc, toutes ces choses-là qu'on pensait avoir le temps de faire, finalement, on se retrouve vraiment dans le quotidien d'avant-confinement. Donc, c'est un peu la frustration, mais il y a quand même certaines choses qui perdurent. Et le visiteur aussi a changé. Comment il faut s'adapter justement? Est-ce qu'il y a un nouveau profil du visiteur qui vient visiter le musée d'art de Nantes ou pas? Alors, moi j'ai remarqué quelque chose qui était assez étonnant et rigolo pendant les confinements. C'est que du coup, les personnes, quand le deuxième confinement était un peu plus libre, pouvaient se déplacer en extérieur. Et il y avait un phénomène de musée instagrammable que j'ai vraiment observé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du musée, évidemment, il ne se passait rien. Mais à l'extérieur, il se passait beaucoup de choses. Quand je surveillais le hashtag Musée d'Art de Nantes ou la localisation Musée d'Art de Nantes sur Instagram, je voyais beaucoup de photos, alors surtout de jeunes, qui posaient de façon très esthétique et sur les codes d'Instagram, Pinterest, TikTok, etc., devant le musée. C'était un peu des séances photos pendant les confinements devant le musée. Et j'ai remarqué que depuis que le musée a rouvert, quand je surveille toujours ce hashtag, il se passe exactement la même chose, mais aussi à l'intérieur du musée. Donc le musée est aussi devenu un endroit très instagrammable, mais a finalement fini par aussi attirer les jeunes, parce que par ce côté très, très beau du lieu, parce que c'est un lieu très beau à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi je pense qu'ils se sont dit, mince, on nous a privés de quelque chose qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait peu, il faut plus qu'on passe à côté. Donc, il faut qu'on y aille. Et en fait, les musées ont toujours du mal à attirer les jeunes. Nous, c'est notre cible qu'on essaie d'attirer et c'est jamais très facile. Et en fait, là, on s'est rendu compte que d'une façon ou d'une autre, quand le musée était fermé, on a réussi un peu à les attirer. Donc, je pense que... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Et puis, peut-être aussi que les actions qu'on a mises en place, qui ont été relayées par des écoles aussi, par des étudiants, on a travaillé aussi parfois avec eux, le service des publics, donc c'est le service médiation. Ils ont réussi à être en lien avec les écoles, donc peut-être que ça les a attirés. Si vous voulez, je peux quand même montrer quelque chose aussi qui a perduré. Avec grand plaisir. Alors, j'ai juste un petit branchement à faire. Oui, pour qu'on voit concrètement comment ça se passe et vos actions que vous avez pu mener. Voilà. Donc, ce qu'on a fait notamment, qui était un volet très très important et qui du coup va perdurer, donc c'est l'exposition Hypnose qui a démarré le 14 octobre 2020. Elle n'a eu que 2 semaines d'existence puisque le musée a refermé 2 semaines après. Donc cette exposition-là, qui était en plus une exposition dont le sujet plaisait beaucoup, l'hypnose, c'est quand même une pratique qui se généralise beaucoup, qui attire beaucoup de monde. En fait, on aurait trouvé ça très dommage que personne ne la voie, cette exposition. Par chance, on a réussi à la reporter, on l'a reportée 3 ou 4 fois, donc ça a été une vraie chance. Mais on a quand même anticipé l'éventualité qu'on ne puisse pas reporter cette exposition, et donc on a décidé de la virtualiser, donc c'est-à-dire vraiment de la modaliser en 360 pour pouvoir la visiter en ligne, depuis chez soi, depuis n'importe quel endroit, un peu comme si on y était. Donc je vais vous la présenter très très rapidement. Donc, elle a été réalisée par un prestataire qui est vraiment spécialisé dans ce type de visite, qui s'appelle Notoriou. Et donc, vous voyez, donc là, on est vraiment... c'était le premier espace, quand on arrivait dans l'exposition, c'était un couloir très, très hypnotique. Et donc, on peut vraiment se déplacer dans cette exposition. Alors, par contre, avec le micro... c'est un peu compliqué de se déplacer, mais je vais vous montrer, voilà. Il y a un plan qui reprend vraiment le plan de l'exposition. Et puis, je vais aller dans une salle spécifiquement. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une salle qui reprend quand même de façon très, très, très réaliste l'exposition en réel. C'était une exposition qui était assez sombre parce que c'était l'ambiance de l'exposition qui était voulue telle qu'elle. Et je trouve que le résultat est quand même assez réussi pour avoir réussi à retranscrire vraiment l'ambiance de cette exposition. Et sur ça a été un très très gros travail, faire
faire vraiment une virtualisation d'expo comme ça. Surtout celle-là, elle était assez grande. Il y avait 9 sections. Il y avait aussi un autre espace que je vais vous montrer. C'est-à-dire que déjà, il faut le temps pour tout modéliser. Et ensuite, on a intégré un ensemble de contenus additionnels. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait notamment, vous voyez sur les petits i comme ça, c'est des points d'intérêt. Il y avait ce qu'on appelle les cartels de salle. Donc, les cartels de salle, c'est les petits textes explicatifs que vous avez à côté des œuvres. Donc, on avait tous les cartels intégrés, mais on avait aussi certaines œuvres en haute définition, comme c'est le cas pour celle-ci, celle de Joel Stein. Donc, on a intégré tous ces contenus additionnels. Et parmi les autres contenus intégrés, on avait aussi fait quelques petites vidéos, notamment des œuvres qui étaient en mouvement. Donc c'est le cas de celle-ci. Donc on a la chance en interne d'avoir Cécile, qui est notre photographe et vidéaste, et qui nous fait des vidéos plutôt de qualité. Sinon on fait appel à Mstream, on vient de l'avoir. Je fais toujours des liens. Et en fait, voilà, Cécile, elle a réussi à se rendre dans l'exposition et à faire des petites vidéos pour que les personnes se rendent compte de ce à quoi ressemblait l'exposition. Celle-ci ne démarre pas, mais j'en avais démarré une autre. Ah, voilà, ça arrive. Voilà. Donc, c'était des vidéos très, très courtes, mais où on voit l'œuvre en mouvement. Donc, ça a été un travail aussi très, très transversal avec le service du public, avec la conservation. Donc, ce sont les personnes qui conçoivent les expositions, avec le commissaire de l'exposition, etc. Et un autre travail qui a été intéressant sur cette virtualisation, c'est qu'en fait, l'exposition, elle avait une partie historique et scientifique dans l'espace du Cube, qui est l'espace dédié à l'art contemporain. Et on avait aussi un autre espace qui était dans la chapelle de l'Oratoire, où c'était une installation immersive d'un artiste contemporain qui s'appelle Tony Hörsler, qui est très, très sensible au sujet de l'hypnose. Et du coup, vous allez voir ce que ça donne. Il y a un petit peu de son, parce que c'était vraiment une expérience très, très immersive. Là, vous entendez un peu le son. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a pareil, modélisé l'espace de la chapelle de l'Oratoire. Vous voyez qu'il y a un espace où il y avait plein de vidéos, des installations au sol, au mur, au plafond. Et encore une fois, on a fait des petites vidéos des œuvres qui étaient installées. Je vais essayer d'ouvrir celle-ci. Et puis, on a aussi fait une prise de son, encore une fois avec Cécile, de l'ambiance globale de la chapelle. Ce qui fait que quand on visitait cet espace, on avait aussi le son. Et on voit bien, quand on se déplace, on voit que les vidéos changent, que la chapelle change toujours d'aspect, puisque de toute façon, quand on est dans cet espace, il se passait toujours quelque chose. Vous voyez, si je me déplace ici, la vidéo dans le fond, elle va changer, etc. Donc je trouve que pour un espace, encore une fois, qui était sombre, où il se passait énormément de choses, on a plutôt réussi à retranscrire en fait cet univers-là. Et donc, ces expositions virtuelles, ces visites virtuelles, c'est pour moi une vraie tendance des musées et qu'on va essayer vraiment de perdurer. On va avoir une exposition à l'automne qui s'appelle Le Voyage en train et qu'on va réussir à virtualiser pour le coup. Alors c'est quelque chose qu'on aurait aimé systématiser. On a eu l'exposition À la mode, l'art de paraître et finalement on a décidé de ne pas le faire parce que, encore une fois, on a été rattrapé par le quotidien parce que ça a un coût et aussi parce qu'il y avait des œuvres textiles. Donc c'était une exposition qui mettait en parallèle des œuvres d'art avec des pièces textiles magnifiques qui venaient du Palais Galliera, le musée de la mode à Paris. Et on se disait que réussir à retranscrire ces pièces textiles qui ont des détails d'une finesse, de couture, de dentelle, dans du virtuel, c'était pas évident. Et ça risquait peut-être même de desservir un petit peu ces pièces qui étaient sublimes. Et puis là, par exemple, on a une exposition qui s'appelle Angela Belloc. C'est une installation très immersive. Il faut y aller. C'est trop dur de retranscrire ça. Donc on va pas le systématiser, mais là, pour le voyage en train, on va le refaire. Et à savoir que pour l'exposition hypnose, on a fait, donc après coup, une fois que l'exposition avait rouvert, même une fois qu'elle était terminée, on a fait en fait une visite guidée en ligne. C'est-à-dire que moi, je me déplaçais dans la visite virtuelle, un peu comme ce que je viens de faire. Et j'avais une collègue médiatrice à côté de moi qui faisait la visite guidée en live, en fait, en conférence. Voilà. En fait, on a décidé de faire ça pour compenser les personnes qui ne sont de toute façon pas venues voir cette exposition.
soit parce qu'ils avaient peut-être peur du Covid, de se redéplacer, parce que c'était loin, par manque de temps, enfin pour plein de raisons. Donc là, on a un peu ciblé pour cette visite les professionnels de l'hypnose, parce que c'est une pratique qui est de plus en plus médicale aussi. On a ciblé du large public et en fait, on a eu une centaine de participants en live. Donc pour une première, on était assez contents. C'était une première, donc techniquement, on a eu des petits couacs, mais aujourd'hui, on a découvert que de plus en plus, les prestataires comme Notorious, alors il y en a un autre qui s'appelle Explore, qui a vraiment développé ça, qui propose une solution pour faire ces visites guidées en ligne, clé en main. C'est-à-dire qu'on se déplace dans leur outil et il y a quand même moyen de faire la conférence en parallèle. En conclusion, Constance, qu'est-ce que vous retenez du coup de ces périodes, de ces 2 dernières années? Le contenu, les vidéos que vous allez pouvoir mettre en place changent en fonction du thème de l'exposition? Oui, exactement. En fait, de toute façon, pour chaque exposition, on a un plan de com spécifique, très différent. On s'adapte au contenu d'exposition, à la cible. Donc, on n'a jamais le même plan de communication. On a plutôt les mêmes bases, mais après, on s'adapte effectivement. Je pense vraiment que les virtualisations, c'est quelque chose qui va perdurer. Mais attention, pas trop non plus, parce que les gens ont besoin du réel et au bout d'un moment, les gens aussi en avaient marre de voir le musée que par le virtuel. Ils n'avaient qu'une hâte, c'était de revenir. Donc, il faut vraiment réussir à bien jauger tout ça. Et oui, l'émotion, le sensoriel, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer aussi. Là, on va sortir 2 vidéos sur l'exposition Angela Bullock. On recueille les avis des visiteurs sur quelle expérience vous avez vécue en visitant cette exposition. Donc la vidéo, c'est un outil numérique, mais on va parler un peu de sensations et d'émotions dans ces vidéos. C'est bien aussi d'aller voir les expositions. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être des questions à Constance Mouchel? Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter Oui, déjà merci pour votre intervention. Moi, je suis Léna, je suis en alternante en communication. Donc j'avais une question. Est-ce que vous pensez que la communication avant Covid ne reviendra jamais et qu'il faudra se projeter sur une nouvelle manière de communiquer? Si, la communication avant Covid, elle reviendra parce qu'en fait, on y est. Moi, je suis un peu désabusée par le monde d'après qui finalement n'existe pas vraiment. On a très très vite repris nos habitudes en fait. Donc il y a des choses qui évoluent, qui changent, mais finalement on reste un peu sur les mêmes codes. Et c'est passé vite cette période mine de rien. Donc tout ce qu'on a voulu faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on reprend un peu nos bonnes vieilles habitudes quand même. D'accord, merci. Merci beaucoup Constance. Donc prochaine exposition Alors en ce moment c'est Angela Bullock, Paradigme perpendiculaire, et à l'automne ce sera Le voyage en train. D'accord, et qu'il faudra après découvrir en version numérique, virtuelle, mais d'abord aller au Musée des Arts de Nantes. Merci beaucoup. Je vous en prie. À présent, nous allons évoquer les tendances de l'importance de design et de créer une identité de marque pour les entreprises avec Benjamin Dupuy. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Vous êtes le directeur de création associé de l'agence Vupar. L'agence travaille sur l'aspérité et la personnalité des marques pour créer de la valeur, de la richesse, tout cela bien évidemment pour gagner en notoriété et construire du capital, je dirais, du long terme pour les marques. Quelles sont les tendances qui vous ont marqué justement en 2022 ? Moi, il y a trois tendances qui m'ont particulièrement marqué cette année. La première, c'est la question de la personnalité. Les marques aujourd'hui, et nous on les incite vraiment à aller dans ce sens-là, cherchent à cultiver leur personnalité parce qu'elles sortent, comme nous tous d'ailleurs, de 2 années de crise. On est encore inscrit en fait dans un monde qui bouge énormément et donc elles ont dû, comme des entreprises, chercher à se réinventer et surtout elles ont dû se réinterroger en fait sur leur raison d'être. Donc on l'a tous fait, c'est pas spécifique en fait au secteur de la communication et des marques, mais ça a été, je trouve moi, très profond en fait cette année, et elles ont été amenées à réinventer, à repenser en fait la vision qu'elles avaient du monde.
Donc nous, cette année, on a fait de nombreuses plateformes de marque, on a accompagné nos clients sur ces sujets. Ce n'est pas nouveau, mais ça a été particulièrement saillant cette année où on les a accompagnés sur la définition ou la redéfinition de leur mission, de leurs promesses et la manière dont elles pouvaient cultiver leur singularité. Il y a une aspérité très forte entre ce que je fais à l'intérieur de l'entreprise, de la marque, parce que la marque c'est l'entreprise et l'entreprise c'est la marque, et ce que je fais à l'extérieur. Il y a une marque de yaourt qui disait ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, et ça c'est très important, cette porosité qu'il y a entre l'interne et l'externe. Donc c'est devenu aujourd'hui un élément essentiel en fait de la personnalité des marques, et c'est extrêmement structurant en fait. Voilà. Donc en somme, des changements profonds qui s'opèrent, des transformations en fait profondes pour nous tous, hein, et en particulier dans notre secteur d'activité, qui nous poussent clairement à redéfinir eh bien, la manière dont on veut se projeter en fait dans le futur. Donc voilà, de nombreux sujets sur la question de la personnalité des marques, qui se traduit, je trouve, moi, par en fait une approche extrêmement positive, qui est celle du sens, en fait. Hein. Et en fait, il y a une volonté très forte de façonner en fait une personnalité de marque qui fait sens, hein, et qui cherche à être totalement aligné entre les valeurs que les marques portent, hein, et la manière dont je communique. Voilà. Ça, c'est la première tendance. Donc, c'était vraiment la singularité des marques. D'autres tendances, j'imagine, vous en marquez ? Oui, il y a une deuxième tendance qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est la question de l'engagement, mais surtout la question de l'engagement sincère. C'est-à-dire que les marques et les entreprises s'engagent déjà depuis plusieurs années. C'est pas nouveau, mais on est vraiment passé, en fait, je trouve, d'une approche un peu greenwashing à une approche vraiment sincère. Et ça, c'est une réalité. On le ressent chez nos clients et on le ressent dans les marques. Donc, la question de l'engagement sincère, elle est liée, je pense, à deux motivations. La première, c'est une forme d'injonction quand même, puisque les consommateurs, les clients cherchent à contribuer par les produits qu'ils achètent. Donc il y a un besoin très fort d'aligner en fait nos produits, nos offres, nos services avec les valeurs qu'on partage. Donc les entreprises et donc les marques doivent contribuer en fait positivement au changement du monde. Ça, c'est absolument nécessaire, on le sait. Et elles l'ont entamé il y a déjà quelques années. En revanche, ce qui est vraiment très nouveau cette année, je trouve, c'est qu'il y a chez les entreprises et donc les marques une prise de conscience d'une forme de pouvoir, en fait. Alors, pas forcément de changer le monde, mais pouvoir de contribuer, en fait, tout simplement à faire évoluer des sujets qui sont des sujets à impact positif, des sujets sociétaux, des sujets environnementaux. Et il y a un désir, en fait, d'utilité des entreprises et des marques de participer, en fait, au bien commun. Et ça m'a vraiment frappé cette année. Et je trouve que c'est un signe, en fait, très, très positif. Ça se traduit de beaucoup de manières, évidemment. Il y a la RSE, qui est déjà une dynamique inscrite dans les entreprises et dans les marques depuis longtemps. Mais il y a aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, je trouve, moi, un engagement là très fort qui devient de plus en plus évident, et à une échelle locale, c'est la question de l'entreprise à mission. Nous, à l'agence, on travaille beaucoup sur un territoire plutôt régional. Hein. Donc, ce que je vous partage, c'est des sujets plutôt à échelle locale. Voilà. Donc, la question de l'entreprise à mission, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui veulent vraiment aller plus loin. Et c'est extrêmement intéressant de constater que des entreprises comme par exemple le groupe CETI, qui est à côté de chez nous, là, à Machecou, qui commercialise des fenêtres, des produits de rénovation énergétique, c'est près de 2000 salariés, a franchi le pas en 2021, là, récemment, en inscrivant en fait, dans ses statuts sa raison d'être. Et dernière tendance, alors il y a eu les attributs, la singularité, la notion d'engagement des marques avec ce côté sincère. Il y a une troisième tendance, vous m'avez évoqué, celle de l'ultra-flexibilité des systèmes de design. Ça s'illustre comment ? Alors,
effectivement, ça c'est un sujet design. À l'agence, ça nous anime beaucoup. L'agence, elle est organisée en 3 grands métiers, que sont la stratégie, le design et puis le digital, avec une équipe en social media. Ce qui est frappant en fait cette année, c'est que il y a énormément de transformations et surtout il y a un écosystème en fait de la marque qui ne cesse de s'élargir avec une multiplicité des supports, des canaux, des médias qui ne cesse de croître en fait. Et c'est un enjeu en fait très fort, je trouve, pour les marques qui sont dans un processus de changement, de transformation et qui donc vont refondre par exemple leurs identités visuelles, pour réaligner en fait leur identité de marque. Et l'enjeu le plus fort, c'est d'intégrer en fait tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux supports, comme TikTok. On aura l'occasion d'en reparler avec Robin, Vix, tout de le faire très vite, et de le faire très bien. Et donc, je trouve que c'est un enjeu pour les designers d'assimiler très vite en fait tous ces nouveaux canaux. On a parlé du son, le design sonore, c'est un média qui va ne cesser de monter en puissance. On parle beaucoup de motion design. Bref, quand on conçoit aujourd'hui une identité visuelle et donc un nouveau territoire de marque, dans la conception, il faut intégrer en fait très vite ces nouveaux médias. Quand on livre, par exemple, nous des nouvelles chartes graphiques, très rapidement, on a des éléments, des assets sur les réseaux sociaux, sur le motion design, sur éventuellement des codes TikTok. Quand on communique sur TikTok ou qu'on communique sur Instagram, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. Donc ça rend, je trouve, moi, l'exercice d'une nouvelle identité visuelle et donc d'une nouvelle charte graphique complexe, très complexe. Et pour les annonceurs, pour les marques, et les designers doivent les accompagner pour essayer d'avoir une approche globale qui soit la plus cohérente possible, la plus pertinente possible. Voilà. TikTok, par exemple, juste, j'ai quelque chose qui est très intéressant. En ce moment, on est en plein festival de Cannes. TikTok est le partenaire officiel. Ça envoie un message très fort, c'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience, le grand public, que TikTok n'est plus le média des plus jeunes, mais devient en fait un média qui est en train en fait de s'ouvrir énormément. Et donc du coup, ça interroge les annonceurs. Donc il faut aller très vite. Et il faut s'adapter, bien sûr, au format, le connaître. La multiplicité des formats aujourd'hui, pas uniquement sur les réseaux sociaux, est devenue complexe et il faut bien sûr dégainer très vite pour s'adapter très vite. Donc les marques aujourd'hui sont entrées, je trouve, moi, dans une ère d'hyper-adaptabilité, après une forme d'ère d'ultra-réactivité où elles doivent considérer, apprécier ces nouveaux codes, ces nouveaux supports, ces nouveaux formats le plus vite possible pour exister en fait et être à l'heure sur les canaux du moment. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'engagement et de sincérité. L'engagement existe depuis de nombreuses années, vous l'avez dit, mais comment se manifeste la notion de sincérité ? Je parle. Alors, il y a énormément de manières de contribuer. Ce qui est important, en fait, c'est de le faire, et de le faire dans un esprit qui cherche à faire progresser en fait la société. Et à défaut d'avoir un impact positif, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir un impact aussi le moins négatif possible. Par exemple, à Nantes, il y a une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur qui propose d'héberger quelqu'un dans la précarité ou un SDF dans les entreprises. Nous, on s'apprête à le faire à l'agence. C'est une manière de contribuer. Encore une fois, il y en a beaucoup. Et puis, j'ai effectivement j'ai parlé très rapidement de l'entreprise à mission, qui est pour moi un engagement très fort. Alors, c'est souvent les entreprises qui deviennent entreprises à mission sont souvent très matures sur les sujets RSE. Et elles veulent aller beaucoup plus loin. Et en inscrivant, en fait, encore une fois, dans leur statut d'entreprise, leur raison d'être, leur mission
quelle manière elles se sont, quelle mission en fait elles ont décidé en fait de concrétiser, et elles inscrivent aussi la mise en œuvre, la manière dont elles vont s'y prendre, et elles sont contrôlées. Donc c'est extrêmement engageant et c'est surtout extrêmement bénéfique. C'est bénéfique d'abord parce que ça embarque les équipes qui vont faire rayonner la marque, ça crée de la fierté, ça crée un élan extrêmement positif, ça soigne sa marque employeur. On a des vrais sujets dans la région de recrutement, et la marque employeur aujourd'hui, voilà, il y a des enjeux très 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 forts là-dessus. Et puis c'est aussi un élément de performance parce que ça va participer au rayonnement positif de l'entreprise et de la marque. Donc ça devrait se traduire par du développement. Toutes ces actions-là, l'idée c'est d'associer, de conjuguer en fait, eh bien, tout simplement intérêt commun et puis développement économique. Avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière question. Benjamin, comment on valorise les marques ? Il y a beaucoup de manières. Nous, à l'agence, vous l'avez très bien dit, on cherche vraiment à construire en fait de l'actif de marque. Et donc on s'inscrit plutôt dans un temps long. J'ai un exemple du moment. On travaille pour un nouveau client qui s'appelle Valentin. C'est une boîte qui fabrique des lits en bois, qui est à Quimper, qui est en Bretagne, qui a une quinzaine de magasins dans la région. Et en fait, cette belle entreprise souhaite développer tout simplement son activité. Et le premier réflexe a été d'investir, j'ai envie de dire, massivement en fait, dans des activations publicitaires. Et eh bien, il s'est avéré que le retour sur investissement a été décevant, et ça s'est même presque traduit par un échec. Et ils ont complètement changé de stratégie. Ils ont décidé de travailler en fait sur la vraie nature en fait de la marque, dans une approche totalement authentique, et ils ont décidé de révéler, de valoriser en fait leur singularité qui était là, qui était devant eux. Et cette singularité, eh bien, c'est encore une fois des notions d'engagement. Ça se traduit par la valorisation du savoir-faire, des équipes, des gens, Valentin, qui fabriquent des lits. Donc il y a des menuisiers, il y a un vrai savoir-faire. Oui. Il y a une dimension locale. Ils font en sorte d'être dans une approche de circuit court. Ils ont besoin de beaucoup de bois, donc ils soignent énormément le sourcing du bois qui vient de forêts gérées durablement. Et ils ont fait de cette matière, c'est ce qu'on appelle les aspérités, ils ont fait de cette matière en fait le pilier de leur communication. Et ils ont souhaité prendre la parole dans leur magasin, pour affirmer en fait cette richesse, et qui se traduit là, très clairement en fait par une attention bien meilleure en fait de leurs clients, qui sont extrêmement sensibles en fait, et puis ça crée de la différence évidemment. Et donc ils sont en train de construire, je trouve moi, des piliers en fait de marque qui sont solides, durables, et qui devraient les inscrire dans le temps. Exactement. Merci beaucoup Benjamin. Je vous invite à lui poser des questions, que vous soyez en distanciel ou ici en présentiel. Bonjour. Bonjour. Alors ma question, est-ce que la communication éthique est votre préoccupation principale, et si oui, pourquoi ? Oui, la communication éthique est notre préoccupation principale, puisque nous, on se définit comme une agence de branding corporate. Donc, c'est-à-dire qu'on valorise vraiment ce qui se passe à l'intérieur des boîtes pour en faire une richesse. Donc, on essaye de favoriser, bien entendu, la communication éthique, parce que pour nous, ça crée de la valeur, vraiment. Et puis, c'est une question de bon sens. C'est la question du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des transformations profondes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dont le sens, en fait, est le point de départ, puisqu'on vient de traverser 2 années, il y a encore la guerre en Ukraine, et l'interrogation principale, pour nous tous, même dans notre quotidien, même personnellement, qui nous anime, je trouve, moi, c'est celle-ci.
C'est comment je m'inscris dans ce monde nouveau et comment est-ce que je souhaite y contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, oui, c'est très très important et ça l'est énormément pour les marques. C'est devenu absolument incontournable, cette question-là. D'autres questions? Alors, Éléonore Vigneron. Merci Benjamin pour cette intervention. Je me demandais comment on fait aujourd'hui pour devenir une entreprise à mission. Eh bien, alors, je suis pas expert. Je suis pas expert sur ce sujet. Nous, à l'agence, c'est des sujets qui nous animent. On est en train d'entamer une certification Bicorp, comme beaucoup d'autres agences. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un dirigeant auquel je suis associé qui a ça vraiment ancré au plus profond de lui et depuis très longtemps. Voilà. Mais pour devenir une entreprise à mission, je pense que c'est d'abord une volonté, en fait. C'est une volonté, c'est un engagement, c'est un effort. Voilà, c'est vraiment un travail de fond. C'est pour ça que c'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire qu'on aimerait tous le faire, mais quand on est confronté en fait à la réalité de l'engagement que ça nécessite, on se rend compte bien sûr que c'est pas si simple que ça. Mais on peut le comparer à la RSE, c'est-à-dire que quand la RSE est arrivée, ça a été difficile pour chacun de faire évoluer nos organisations, nos modes de fonctionnement, les mentalités, puis on se rend compte que les choses se font toujours. Donc l'entreprise à mission, c'est difficile. Nous, on aimerait beaucoup y parvenir, en tout cas à l'agence. On y pense vraiment. Mais je pense qu'on va même le faire, puisque Bicorp, logiquement, le nécessite. Mais vous avez des sujets, par exemple, qui sont difficiles à faire évoluer. C'est-à-dire que, typiquement, alors on va rentrer dans les sujets moins design, mais j'ai envie de dire plus RSE, mais c'est intéressant aussi. Quand vous engagez une certification Bicorp ou que vous voulez devenir entreprise à mission, vous avez par exemple des sujets d'inclusivité qu'il faut traiter. C'est-à-dire que très rapidement, vous allez pouvoir cocher des cases, voilà, c'est-à-dire accéder à des critères. Et puis après, vous avez des points bloquants sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut vraiment se concentrer. Si par exemple, vous vivez dans un local qui ne peut pas accueillir des PMR, par exemple, des personnes à mobilité réduite, parce que vous avez un escalier et pas d'ascenseur, vous devez changer. Donc, vous devez changer de bâtiment. Mais il y a des choses encore plus complexes à atteindre. Donc voilà, il faut avoir du courage. Vraiment, je pense. Et puis, il faut être un peu optimiste. Être déterminé. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin Dupuy, d'être venu aujourd'hui nous parler de ces tendances de communication et surtout cet engagement des marques. On va maintenant, à présent, parler du réseau social TikTok avec mon prochain invité. Bonjour Robin Vix. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes Brand Partnerships Manager chez TikTok pour le réseau social TikTok, c'est bien cela ? Ouais, alors c'est une appellation un peu pompeuse. Je m'occupe d'accompagner les marques en fait depuis 2 ans sur la plateforme, sur TikTok, justement avec ces nouveaux codes. Et TikTok, c'est pas uniquement, comme vient de le souligner Benjamin, pour les jeunes. On y parle aussi bien finance, on parle de politique, on parle de beauté, d'entertainment. C'est un peu la nouvelle télé, si je puis dire, c'est ça ? Ouais, c'est en fait un peu un nouvel écran de télévision personnalisé, puisqu'on va le voir, mais derrière, il y a un algorithme qui est assez puissant en fait, et qui du coup s'efforce de proposer du contenu justement personnalisé pour nos audiences. Et effectivement, c'est plus uniquement, on va dire, un réseau, une plateforme de contenu destinée aux jeunes générations. C'est la plateforme aujourd'hui, effectivement, des jeunes générations, mais aujourd'hui, dans le monde, c'est 67% de l'audience qui a plus de 25 ans. Donc, voilà. Donc, on ne peut plus dire que TikTok n'est pas pour soi quand on a plus de 25 ans. Nous, on a des équipes qui s'occupent d'accompagner uniquement des marques automobiles ou des marques de finance, d'assurance, qui avant, effectivement, quand je suis arrivé au début, se pinçaient un peu le nez quand elles regardaient la plateforme en se disant « c'est pas pour moi ».
Si, aujourd'hui, et nous aussi, beaucoup aussi la culture, notamment, on a énormément de partenariats avec la culture pour vulgariser, pour créer du lien, pour le coup, beaucoup avec les nouvelles générations, avec des événements culturels. Alors, on va regarder justement... Ouais, l'idée aujourd'hui, pour moi, c'était un petit peu de présenter un petit peu ce qu'est TikTok, parce que pour beaucoup de personnes, ça peut aussi être un petit peu nébuleux, et puis de voir comment est traitée la publicité sur cette plateforme, et à la fin donner quelques tips pour comment aborder justement cette plateforme, comment créer du contenu sur TikTok, puisque comme Benjamin l'a dit, TikTok a son ADN, Instagram a son ADN, donc après quelle que soit la plateforme, c'est important d'épouser cet ADN pour engager, pour être écouté. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, TikTok c'est une plateforme de divertissement, donc qui on soit, quand on arrive sur TikTok, faut se détendre un peu. On est là pour divertir. Le son est on par défaut, c'est très important. Sur beaucoup de plateformes, ça l'est pas. C'est une volonté de notre part parce qu'on se dit que le contenu, c'est avec du son ou avec l'absence de son. Certains contenus n'ont pas de son et du coup, ça crée aussi une certaine dimension sensorielle. Et puis, il y a ce flux dont je viens de parler, ce flux pour toi, for you, qui, TikTok s'appuie quand même. Le cœur du réacteur, c'est le logiciel de montage vidéo. Moi, avant, je travaillais chez Canal+, je m'occupais des partenariats de marque. J'ai toujours aimé le contenu. J'ai commencé dans ma chambre avec une webcam. Si j'avais eu TikTok à cet âge-là, je pense que ça aurait été un rêve. Donc, c'est d'abord ça le cœur du réacteur. C'est d'abord un outil de montage vidéo, mais c'est aussi derrière un algorithme, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est une télévision. La plupart des utilisateurs sont là pour consommer du contenu et ne sont pas forcément créateurs. D'où ça vient au début des années 2000, c'est vrai que les algorithmes étaient plus des infographes sur l'information, aller rechercher de l'information. Ensuite, il y a eu les social graphes, on connaît ces plateformes. Et nous, c'est vrai qu'on ne se définit pas comme un réseau social. Bien sûr qu'il y a des interactions entre les utilisateurs, mais nous, ce qui nous importe, et l'algorithme est basé là-dessus, c'est les interactions avec le contenu. Et du coup, on va très souvent beaucoup plus se comparer à un Netflix, à un YouTube, et d'ailleurs, ils nous regardent avec énormément d'intérêt aussi. Un YouTube de vidéos courtes verticales, je crois qu'ils lancent leurs vidéos courtes et verticales, mais plus que effectivement aux autres réseaux sociaux, et ça c'est important. Donc aujourd'hui beaucoup de contenu, je le disais effectivement, Constance, tu as dû en voir effectivement beaucoup de jeunes générations qui vont vers les lieux culturels, aussi grâce à TikTok. On avait lancé un filtre notamment avec le château de Versailles. Ça a été des millions de partages, d'utilisation de ce filtre, que ce soit en France, mais aussi ailleurs. Au début, le château de Versailles avait très peur d'aller sur la plateforme, et puis maintenant, ils ont vu l'engouement, donc ils demandent qu'à revenir dessus. Et puis voilà, après, tous les sujets aujourd'hui peuvent être abordés sur la plateforme. Un élément important, on regarde les réseaux sociaux. Moi, quand je regarde la télé, j'aime bien parfois avoir Twitter pour regarder l'humour qu'il va y avoir à côté, certains résultats, certaines informations. Quand on est sur TikTok, justement, parce que le son est on par défaut, parce qu'on est très immergé, on regarde TikTok et on ne fait que ça. C'est vraiment un écran, un premier écran. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'avoir, de prendre en considération quand on est sur la plateforme. Un chiffre, aujourd'hui, TikTok, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Hors Chine, TikTok n'existe pas en Chine. C'est une application jumelle qui s'appelle Douyin, donc ce serait plus d'1 milliard encore dans le monde. Et puis c'est vrai que c'est une expansion qui a été très très forte. Aujourd'hui, c'est à la même période, c'est à peu près 4 fois plus de croissance que les autres réseaux au même moment. Après, c'est normal, ils ont évangélisé aussi. C'est plus facile aujourd'hui de s'approprier les codes d'une nouvelle plateforme. Mais c'est vrai que c'est une croissance assez fulgurante. Donc après, la publicité est assez spécifique sur TikTok. Nous, c'est vrai qu'on a bousculé beaucoup de codes. Beaucoup de marques au début, soit s'y sont intéressées et ont rapidement épousé la publicité, et d'autres ont eu un petit peu peur. Donc c'est vrai qu'un gros travail avec les agences, c'est aussi d'évangéliser, c'est aussi de les accompagner et de leur dire que c'est pas non plus si compliqué, puisqu'il y a une valeur qui est importante sur TikTok, c'est l'authenticité. Donc engager sur une plateforme, ça ne veut pas forcément dire avoir des moyens hollywoodiens, ça peut aussi très bien fonctionner, mais ça peut aussi être un facecam et avoir un message très direct qui parle de soi, sans se travestir. Et ça peut être très, très simple à faire, parce que ce qu'on voit, et spécifiquement les nouvelles générations, pour le terme employé, après je l'ai laissé en anglais, mais c'est que elles n'aiment pas la publicité finalement. Et aujourd'hui, la publicité essaye de plus en plus effectivement de parler, d'être authentique, et on parle de messages RSE, de messages éthiques. Et c'est vrai que TikTok, avec ces nouvelles générations,
ce sont des générations, effectivement, on ne peut plus, entre guillemets, leur faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus leur dire tu veux un monde merveilleux, parfait, voilà, consomme ça. Non, il faut être un petit peu plus honnête. Et du coup, il faut avoir aussi des traitements de cette publicité un petit peu différents, un petit peu plus authentiques, effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye d'intégrer cette publicité au contenu. Moi, j'ai des amis qui me disent tu fais mal ton travail, il n'y a pas de publicité sur TikTok. Si, il y a de la publicité en fait. C'est juste qu'elle ressemble énormément aux contenus organiques qui sont sur TikTok. Ce que vous voyez ici, c'est un challenge de Mercedes qui a juste demandé de redessiner son logo. Donc c'est très marque, c'est très marque, ce challenge entre guillemets. Mais il y a eu plus de 200 000 vidéos qui ont été créées autour de la marque. Parce que au final, voilà, ils demandaient en fait aux utilisateurs de réinventer un petit peu leur message, de réinventer leur code, mais toujours en parlant de leur marque. J'aurais pu mettre un autre exemple aussi, c'est la vache qui rit, qui a demandé aussi aux utilisateurs, qui s'est associé au sourire médecin, et qui leur a dit, qui a créé un filtre. Quand on sourit, ça a monté une jauge comme ça, et on pouvait abonder de 1 euro à cette association. Je crois qu'il y a eu 300 000. Alors ils avaient bloqué un moment quand même le prix, mais il y a eu 300 000 utilisations à travers l'Europe de ce filtre. Donc c'est de la publicité, mais c'est vrai que c'est une publicité qui est assez participative et qui est différente. Et du coup, effectivement, ça fonctionne assez bien, puisque les utilisateurs sont plus enclins à regarder les publicités sur TikTok. Il y a aujourd'hui 3 formats principaux sur la plateforme. Il va y avoir un format qu'on appelle InFeed, qui est assez classique. Et puis ensuite, on retrouve les formats de filtres et puis des challenges. On parle beaucoup de tendances, on en parlait juste avant. C'est quelque chose effectivement qui est assez particulier sur la plateforme. Donc un challenge, c'est assez simple. C'est un scénario créatif qui est initié par une marque, qui est repris souvent par des créateurs. Donc chez nous, on appelle ça des créateurs, mais c'est des influenceurs. Et qui est du coup qui demande à la communauté de réinventer ce challenge, de s'approprier ce challenge. C'est assez, en termes d'engagement, c'est assez profond, puisque généralement, on estime à peu près entre 30 et 45 minutes le temps de production de vidéo en moyenne d'une vidéo. Donc ça veut dire pendant 40 minutes, les utilisateurs vont jouer avec le logo, avec la marque, avec le message, avec la musique aussi, qui est très importante de la vidéo, et vont s'approprier justement les codes de ce challenge. Et puis effectivement aussi beaucoup de filtres, beaucoup de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on peut vraiment... Au début, les marques venaient surtout pour ce qu'on appelle le haut de funnel, donc travailler leur marque, la marque employeur, beaucoup pour ça. Et puis maintenant, descendre dans ce funnel marketing, et c'est ce qu'on voit ici, et commence à digitaliser certains de leurs catalogues. Il y a aussi des solutions pour ça. Mais on essaye effectivement de leur demander d'essayer de coller un petit peu quand même au code de la plateforme. Je continue un petit peu. Et oui, et ce qui était important aussi, parce qu'on nous le demande souvent, on nous dit souvent, comment est-ce que je parle sur TikTok, comment est-ce que je m'adresse à ces nouvelles générations. Je parlais d'authenticité, c'est vrai que c'est très important de ne pas se travestir et de garder sa personnalité, de trouver sa tonalité qui n'est pas trop éloignée de ce que l'on est réellement. Il y a un compte moi que j'aime beaucoup, par exemple, alors il n'y a pas que sur TikTok qui sont très forts, c'est EasyJet. On va voir un extrait, alors je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment une personnalité très 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 forte sur la plateforme, tout en mettant quand même leur avantage de marque. Sorry, not everybody fits in the bad bitch genre. It's a genre. Not everybody fits on the Rasta. Donc c'est énormément de petits contenus comme ça, qui sont très très décalés. Maintenant, toutes les marques ne peuvent pas faire ça. Moi, à un moment pareil, c'était un constructeur automobile qui m'a dit « Écoute Robin, je veux faire une publicité où on danse avec de la musique. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit parce que sur TikTok, on danse et il y a de la musique. Et très rapidement, je lui ai dit « Mais quel est le lien avec ton produit, ton message, ta marque ?» Il m'a dit « Mais il n'y en a pas, mais je veux parler à cette audience. » Et je lui ai dit « Mais ils sont pas stupides, ils vont voir que c'est pas honnête, entre guillemets. » On reparlait d'honnêteté. Donc voilà, chaque marque a une personnalité, chaque marque a des valeurs, chaque marque aussi a des humains, a des personnalités aussi dans son entreprise qu'elle peut mettre en avant. Beaucoup font ça. Nous, on les encourage effectivement à soulever un petit peu le capot, à montrer les différentes personnalités qu'il y a, parce que les marques, elles viennent généralement il y a 3 enjeux différents. Travailler sa marque, mettre en avant ses produits, et puis aussi beaucoup, notamment les marques de retail, créer du lien entre ses salariés.
se sont rendus compte que les salariés jouaient avec TikTok, créaient du contenu sur TikTok. Donc elle se pose la question, voilà, soit on les bloque, parce qu'on veut voilà, garder notre image, on veut contrôler notre image, soit on la contrôle un petit peu et on les encourage aussi, on les valorise grâce à ça. Donc beaucoup aussi voilà, créent du lien entre leurs magasins, entre leurs salariés, et puis ils laissent aussi ces magasins créer du contenu, parce que ça va créer du lien aussi avec leur zone de chalandise et encore plus loin. Moi je m'occupe du groupe Carrefour, il y a certains magasins qui ont plus de 20 000 abonnés et qui sont connus bien au-delà de leur zone de chalandise. Et derrière, le central va même utiliser ce qu'ils font pour le relayer au niveau national. Donc voilà, il y a vraiment ces 3 enjeux aujourd'hui. Donc mettre en avant l'humain et puis mettre en avant les produits. C'est pas effectivement TikTok, c'est des histoires de tout, de marques, de produits, de personnes, de créateurs. Là, l'exemple qu'il y a ici, c'est le héros de leur profil TikTok, c'est une éponge. Donc on suit l'éponge. L'éponge, comment est-ce qu'elle est dans l'usine, comment est-ce qu'elle est créée. L'éponge, elle assiste à une réunion marketing. Et donc elle parle, elle dit comment est-ce qu'ils vont me vendre aujourd'hui. Alors il y a l'éponge à un moment 2.0. Donc voilà, il y a ma nouvelle petite sœur qui est plus belle, mieux, qui gratte mieux, qui nettoie mieux, etc. C'est décalé. Le Washington Post se sont dit, on parle d'énormément de sujets. Qu'est-ce qui va être la colonne vertébrale pour pas que les gens soient perdus? Ils ont pris un incarnant, une personnalité qui parle de plusieurs sujets, mais ils ont comme ça ce fil rouge. Donc on revient à la tonalité, c'est voilà, quel message je vais porter, comment je vais le porter, comment je vais pas trahir aussi tout ça. Et après, quand même, il y a des objectifs derrière. Créer du contenu, on a des objectifs, il faut pas l'oublier. Donc voilà, quel message je veux laisser, quelle trace je veux laisser. Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux que la personne regarde mon contenu? Est-ce que je veux qu'elle engage? Est-ce que je veux qu'elle le partage? Est-ce que je veux qu'elle aille sur mon site? Est-ce que je veux qu'elle l'achète derrière? Donc ça, c'est aussi très important quand on crée du contenu. Et puis, encore une fois, et là je reviens au début, on est une plateforme de divertissement. Donc, qu'est-ce qui va animer, entre guillemets, qu'est-ce qui va créer la curiosité? Aujourd'hui, on se dit, je crois que le taux d'attention, enfin l'attention moyenne, et plus particulièrement des jeunes générations que l'on est tous, je crois que c'est 3 secondes. Donc on est sur un format d'1 minute maximum. Donc dans ces 3 premières secondes, comment je vais attirer l'attention et qu'est-ce que je vais raconter qui va être différent de mon voisin. Donc là j'ai pris un exemple, alors encore Decathlon, c'est aussi une marque avec qui j'ai la chance de travailler. Et c'est un de leurs magasins qui a créé ce contenu que je trouve un petit peu décalé, qui est très court et qui nous montre à la fois les coulisses, qui nous montre l'humain, et puis qui utilise un petit peu aussi les codes de la plateforme. On regarde ça et après on passera à les questions du public. Ouais. On va justement, vous vouliez réagir peut-être à cette vidéo et puis après on pose la question. Les questions du public justement sur Robin, j'imagine que ça se... Oui. Constance, on vous écoute. Merci. Donc du coup, tu en as déjà parlé avec le château de Versailles. Nous, forcément, on se pose la question au musée d'art. Sophie Lévy, la directrice du musée, d'ailleurs, qui a participé au podcast Rayonnante, elle est assez motivée. On freine un peu parce que ça demande beaucoup de temps. Ça voudrait dire c'est à moi de m'en occuper en plus de tout le reste. Et surtout, par rapport à l'image très institutionnelle, voilà, grosse institution qu'ont les musées. En fait, c'est un peu la difficulté de rester dans les codes TikTok sans pour autant faire, comme tu le disais, danser tous ensemble dans le musée. On ne sait pas trop en fait comment aborder les choses et on se demande est-ce que vraiment un musée intéresserait en fait sur TikTok? Mais je pense que tout dépend du contenu en fait. Je sais que le musée de l'Armée y est, il y en a d'autres à Paris qui y sont, mais voilà, c'est vraiment plein d'interrogations qu'on a. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est cohérent qu'on y soit quoi? Alors, une marque d'éponge intéresse sur TikTok, donc un musée, vous avez une matière incroyable. Et après, c'est aussi comme les constructeurs automobiles disaient, Robin, moi, mon client type, ma cible, elle a 60 ans, elle a 55 ans. J'ai dit, mais ça fait 15 ans en fait que tu nous dis que ta cible a 55 ans. Donc, on a conscience que ça bouscule un petit peu. Maintenant, vous avez aussi des éléments pour vous inspirer. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pas copier une tendance. Ce qu'il faut, c'est s'approprier une tendance et la réinventer avec ses codes. Encore une fois, il ne faut pas se travestir, il ne faut pas faire ce que fait la marque d'éponge, il ne faut pas faire ce que fait un constructeur automobile. Je pense que vous avez
Vous avez une personnalité, ou en tout cas chacune de vos expositions a une personnalité. Il faut l'utiliser. L'hypnose, on en parlait tout à l'heure, c'est une matière énorme pour TikTok. Donc avec vos codes, les humains qui sont derrière, peut-être que vous avez aussi, alors peut-être vous, peut-être des alternants qui maîtrisent la plateforme et qui peuvent aussi être les meilleurs ambassadeurs. Nous on le voit, hein, moi je suis parfois même face à des gens du COMEX et ils ont l'alternant, le stagiaire qui est à côté, c'est souvent celui qui va avoir les questions les plus pertinentes. Donc c'est ça, c'est essayer d'identifier les tendances qui vous ressemblent un petit peu, créer parfois aussi vos tendances, c'est pas forcément créer votre contenu avec une musique que vous aimez, avec ce qui fait aussi la spécificité de Nantes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder, et encore une fois, c'est une plateforme de divertissement. Les gens aiment pas, ils passent à un autre contenu, ils aiment, ils s'engagent. C'est pas, voilà, c'est un petit peu moins vitrine entre guillemets que d'autres plateformes. Merci. Merci. Donc tout le monde peut s'engager dans TikTok. Merci beaucoup Robin. Merci aussi à mes invités. Merci aux étudiants et à Marie Hurtel d'avoir organisé ce colloque. Très bonne journée à tous. Merci.